sont là ce matin, mes invités pour le débat. Commençons déjà par ma gauche, le docteur Béni-Chris Kiézé, qui nous vient de la République démocratique du Congo. Il aime bien le Cameroun, il est encore là ce matin. Béni-Chris, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve Ngoss, bonjour à vos brillants panélistes de ce matin. Eh bien, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Congolais au Cameroun, Camerounais au Congo, ça fait du bien. C'est ça aussi l'Afrique, on l'aime ou on l'aime pas. À votre gauche justement, il s'appelle Patient Parfendum, homme politique et sans oublier analyste politique, reconnu d'ailleurs sur tous les plateaux de télévision. Lui qui a souvent une autre marge de manœuvre, hein. Lui, il a souvent ses règles à lui. Patient Parfendum, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à l'ensemble de mes amis du panel. Bonjour à la grande galaxie DBS, qui est TV, qui prend de l'ampleur. Vraiment qui prend de l'ampleur, peut-être c'est le coronavirus qui est en train d'envahir complètement tout l'espace médiatique du Cameroun. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Et vous avez l'équipe est là tous les matins à 5 heures, hein. Ils sont partout, ils sont nombreux. Il y a ceux qui sont là pour éclairer le plateau, il y a ceux qui courent, il y a ceux qui... En fait, ils sont nombreux. Vous les voyez d'ailleurs aussi jeunes tous les matins. C'est comme ça que ça se passe sur ce plateau de DBS matin. À ma droite, Albert Anatole, ici le seul directeur de publication qui est la note des 3A. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn, je salue mes copanélistes, je salue tous les nombreux téléspectateurs de DBS matin et principalement de DBS TV. Mon coup de gueule ce matin, bien évidemment, nous étions jusque-là habitués à l'exode rural. Maintenant, nous sommes habitués à l'exode urbain, c'est-à-dire les citoyens, c'est-à-dire les citadins qui se retrouvent au village. Oui, c'est ce qui est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais sauf que dans le contexte de la pandémie de Covid-19, il est important justement de faire d'abord son test avant d'aller au village, parce qu'il ne faut pas qu'on soit un vecteur de ce côté-là. Ça, c'est important de le souligner. Merci en tout cas de le souligner également. On ne va pas également oublier qu'un journal français ce matin, le quotidien Le Monde, faisait dire à savoir que le coronavirus a provoqué un exode mondial inédit. En tout cas, Albert Anatola ici a raison également de le dire. Même en Afrique, cela s'est fait. Et justement, Eric Pépin Mikaï est également là, doctorant lui aussi et surtout analyste politique. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à l'ensemble de mes copanélistes. Et un bonjour particulier à nos milliers de téléspectateurs qui se comptent désormais dans les 4 coins de la République et même au-delà. J'ai poussé un rire tout à l'heure lorsque Albert Anatole a dit qu'il s'étonnait du fait que l'exode rural, on assiste plutôt à l'exode urbain. Quand les populations quittent les zones rurales vers les zones urbaines, on parle aujourd'hui, on quitte plutôt les zones urbaines voilà, pour les zones quand rurales. On quitte donc les zones urbaines, les zones rurales, comment ça fait? Ça finirait certainement pas l'exode urbaine. Allez savoir comment ça va s'appeler. Messieurs, nous allons aller au pas de course ce matin. Je vais vous faire écouter cette vidéo et justement, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il s'appelait Jean Bédel Bokassa. Il était un empereur d'après lui et surtout du côté de la Centrafrique. Et à cette époque-là, il disait des choses extraordinaires sur la Chine d'aujourd'hui. Vous avez fait la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Vous avez été en Indochine. Vous avez participé à pas mal de campagnes militaires. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans toute cette carrière? Eh bien, durant mes 23 années passées dans l'armée française, ce qui m'a le plus frappé, c'est la guerre d'Indochine, qui n'est pas du tout comme toutes les guerres dont on peut en avoir à parler. On peut dire que c'est là que vous avez connu les Chinois. Ah ben c'est là que je connais parfaitement les Chinois. Parce qu'ils sont très forts, comme on dit. Ah, comme tous les traîtres. En général, les traîtres sont toujours forts. Vous les considérez comme des traîtres? Ça serait trop dire. Je les considère comme des êtres humains, mais qui sont très intelligents, très malins, et avec qui on ne peut jamais offrir sa confiance, placer sa confiance. Mais pour quelle raison, à votre avis, les Chinois veulent s'installer en Afrique? Ou essaient de s'installer? Parce qu'ils sont trop nombreux. Ils sont 780 millions cette année, et l'année prochaine, ils seront en 1970, ils seront 1 milliard. Donc il leur faut de terre pour s'installer. Vous pensez que les Chinois sont un réel danger pour l'Afrique? À mon avis, un véritable danger, plus que jamais. Plus dangereux que la bombe atomique. Parce que très souvent, les Chinois ont des arguments un peu raciaux. Ils disent aux Africains, nous sommes, vous et nous, Chinois, des gens de couleur.
Est-ce que ça n'est pas un argument qui a une portée? Vous voulez que je vous dise une chose? En Indochine, un Vietnamien n'a pas le droit d'épouser une Chinoise. Donc déjà, entre eux, ils interdisent que le Vietnamien épouse une Chinoise. Comment l'amitié ne peut se nouer que par là? Comment voulez-vous qu'il y ait une amitié créée entre un Chinois et un Africain, alors que le Chinois, du moins les Vietnamiens, disent que l'Africain c'est le Taïden, c'est comme le chien. Ils traitent les Africains de chiens. Messieurs, vous avez suivi Jean Bédel Bokassa. Cette vidéo date de 1969. Cela fait aujourd'hui 51 ans déjà, que le disait d'ailleurs Jean Bédel Bokassa, lui qui était justement du côté président de la République centrafricaine. C'était en 1969. Je me tourne vers Patient Parfum d'Homme pour prendre sa réaction après avoir écouté d'ailleurs Jean Bédel Bokassa sur cette vidéo. Bon, je pense qu'il y aura plusieurs regards par rapport à ce que je viens d'entendre de Jean Bédel Bokassa. Premièrement, il faut d'abord qu'on dise qui était Jean Bédel Bokassa et son contact avec les Chinois. Jean Bédel Bokassa fait partie des supplétifs de l'armée française qui vont combattre en Indochine. Alors, c'était un combat qui était très violent, mais où la France va connaître sa première grande défaite coloniale, la bataille de Bien Dien Phu. Oui. Donc, Jean Bédel Bokassa, à l'égard de beaucoup d'autres Africains, sera en fait les précurseurs de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la Légion étrangère française. Vous savez que la Légion étrangère dans l'armée française est constituée en réalité des mercenaires étrangers, mais qui combattent pour la France. Donc, ces gens-là, ils sont formatés d'une certaine manière. Ils sont prompts à défendre la France coûte que vaille. Donc, en 70, déjà, on pressent. Et ils pressentent déjà qu'il y aura certainement, je crois qu'ils sont bien informés dans leurs officines, un chamboulement sur le plan mondial où la France et l'Occident n'auront plus la même mise absolue sur l'espace africain. Donc il faut commencer à déconstruire une future coopération chino-africaine, si on peut l'appeler ainsi. Je me souviens de cela quelques années, dans le cadre des Amis du monde diplomatique, dont je faisais partie, l'une de leurs rédactrices en chef est venue ici au Cameroun, elle a écrit un livre, mais pour faire un discours qui disait attention, il y a le péril chinois qui arrive. Maintenant, il a dit un certain nombre de choses, n'allons pas seulement les chercher en Chine, ce sont chez nous, même au Cameroun, entre les ethnies, il y a des choses qui se disent. Telle ethnie est comme ça, telle ethnie est comme ça, telle ethnie est comme ça. La Chine a connu une tentative de la part de l'Occident de la dominer. Elle s'est battue violemment pour refuser d'être dominée. Et cela crée des réflexes intercommunautaires au sein d'une certaine communauté. Ces réflexes-là ont pour fonction de tout faire pour préserver, n'est-ce pas, j'allais dire, l'harmonie au sein d'un groupe. Cela peut être analysé d'une manière péjorative ou pas, mais c'est ça la réalité. Mais au bout du process, en termes de résultats, on se rend bien compte que le protectionnisme chinois leur a permis d'abord de construire une nation. Parce que contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, tout le monde en Chine ne parle pas la même langue, tout le monde n'a pas la même culture. Attention, il a fallu ramener tout le monde là sur la même base, avec les mêmes dogmes, avec la même discipline. Et c'est ça le génie de Mao. Ce ne fut pas quelque chose de très évident. Deuxièmement, ce qu'il faut dire aujourd'hui, par rapport à ce que nous avons connu avec, je crois que cet élément a un rapport avec la situation que nous connaissons avec la Chine. Justement avec la Chine aujourd'hui. Il faut faire très attention, il faut savoir vraiment garder la mesure, savoir mesure garder par rapport à cette histoire-là. Il faut faire très attention. Je vous rappelle qu'il y a un problème qui s'est passé au niveau de la frontière entre la France et l'Allemagne, toujours par rapport au Covid-19, où les Allemands ont traité les Français de sales, je ne sais pas, de gens qui crachent à terre, etc., etc. La chancelière allemande et le ministre allemand des Affaires étrangères ont été obligés de monter au créneau pour essayer de décanter, n'est-ce pas, la tension qui commençait sur le plan diplomatique entre la France et l'Allemagne. Donc, quand nous sommes en période de crise, surtout une maladie comme ça qu'on ne contrôle pas, il y a toujours les instincts de repli qui s'opèrent. Mais aujourd'hui, il faut maintenant qu'on dise la vérité aux Africains. Notre principal ennemi, ce n'est pas la Chine. Si l'Afrique est pauvre, ce n'est pas à cause de la Chine.
l'Afrique est pauvre et dominée telle qu'elle est, c'est à cause de l'Occident. En voulant ouvrir un autre front, vous avez la Chine, on risque, attention, de valider une thèse qui est défendue par certains occidentaux depuis belle durée qui disent à la Chine, mais pourquoi on va aller s'affronter sur le terrain africain? Entendons-nous et comptons d'exploiter ces gens. Ils ne voient pas d'un bon oeil le fait que la Chine dise, moi je suis très peu regardant par rapport aux questions de droits de l'homme pour donner mon argent à ces gens-là. Je pense que quand ils auront un développement minimum, ça serait une très bonne chose pour moi qui fabrique, qui suis l'Afrique est considérée comme la manufacture du monde, vous savez très bien. Oui. Donc un des débouchés extrêmement important pour mes usines. Donc j'ai intérêt qu'eux aussi ils aient un niveau de vie relativement important pour continuer à acheter mes marchandises et cela permet à la Chine de ne plus avoir seulement l'Occident à mano dans les affaires. C'est que l'Occident va d'un très mauvais œil. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'on exagère trop. Ce qui s'est passé, c'est tout à fait normal, je l'ai dit, c'est une question de regard, c'est une question de notre propre capacité à construire une force, une puissance à la fois économique, sociale et politique, de telle manière que le rapport qu'on a avec d'autres peuples du monde s'en trouve complètement amélioré. Si nous continuons à rester dans ce schéma-là, on va continuer à construire des schèmes comme ce que M. Bokassa dit, mais malheureusement, il n'est pas un acteur crédible par rapport, j'allais dire, à une espèce pas de liberté, mais de franchise dans le discours et dans l'analyse par rapport au rapport que nous avons vis-à-vis de la Chine. Bon, pour sortir, je veux dire tout simplement que nous ne sommes pas, je continue de dire, nous ne sommes pas dans une pièce théâtre où tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non, on n'est pas là à l'ancien sément le fourri. Nous sommes dans un monde qui est régi par les lois. Et le monde capitaliste néolibéral qui régit, qui a arrêté le monde aujourd'hui, il est violent. Il est d'une violence et d'une férocité incroyable. Ceux qui seront les mieux préparés, ceux qui vont le mieux, c'est-à-dire que s'armer, s'entraîner pour compétir dans cette arène-là, c'est ceux-là qui seront respectés. Ceux qui continuent de regarder cette affaire-là, comme si... jouer les spectateurs. Oui, jouer les spectateurs. Et tout ça, les gens qui disent, on va avoir pitié de nous. On n'a pas pitié des gens dans cette arène-là. Où vous êtes prêts à la compétition, où vous serez écrasés. C'est pour cela que, chaque fois j'insiste, je dis aux Africains, le moment est venu pour nous. Cette affaire de coronavirus nous ouvre les yeux. Le moment est venu pour nous, pour qu'on commence à réfléchir comment on va faire pour construire cette force. Et l'une des solutions qui ont été... On n'a rien créé, hein? On n'a pas créé le fil à couper le beurre. Oui. D'autres générations avant nous qui nous ont précédés, ils ont réfléchi. Ils se sont dit, si on n'a pas l'unité politique de notre continent, on ne fera pas le poids. Donc commençons même par des unités en minima. Le Tchad crie face à Boko Haram. L'armée tchadienne et le président Déby dit qu'ils sont seuls. Mais c'est quoi cette histoire? Tel pays crie, autre pays crie. Pourquoi on ne peut pas commencer à réfléchir ensemble, à avoir... former un bloc? Oui, de créer des synergies de réponse par rapport aux difficultés comme celles que nous connaissons avec cette affaire de coronavirus. Donc ça ne servira à rien. Moi j'appelle ça, ce sont des anecdotes. Ce que comme M. Bokassa qui a été fait empereur, et lui qui pense que les Chinois étaient des gens extrêmement violents vis-à-vis des nègres, ce que je ne conteste pas, on voit très bien comment il a traité son propre peuple centrafricain. Donc c'est ça. Je vais me tourner vers le docteur Bénic Prissus, capable de contrer 51 ans après avoir écouté cette vidéo de Jean-Bédel Bokassa. On va quand même se poser la question, n'a-t-il pas eu raison quelques années après, puisque nous sommes 51 ans après? Déjà, il y a des éléments qui pourraient aller, n'est-ce pas, dans le sens de lui donner raison. Premièrement, il dit que les Chinois ont la volonté d'investir l'Afrique. Et je pense que je ne reviendrai pas sur les mots de Parfendom quand il explique qu'il y a entre l'Occident et le bloc oriental, pratiquement l'Empire du Milieu, il y a déjà des études, des prospections qui ont été menées. Parce que l'Afrique a un problème. L'Afrique ne fait pas de la prospection. Mais l'Occident s'est projeté dans 50 ans, dans 100 ans. Et quand il voyait déjà le dynamisme du peuple chinois, les impérialistes qu'ils sont et leur politique d'invasion pouvaient déjà pressentir que d'ici une décennie ou 2 ou 3, la Chine peut, n'est-ce pas, se déployer sur le même territoire que nous. Parce qu'il aura les moyens. Déjà, les ressources humaines sont importantes et bien gérées par un leadership conscient comme celui de Mao. Donc c'était prévisible que la Chine se déploie sur le même terrain. Sur le continent africain, précision faite. Bon, ça c'est de 1. De 2, quand il dit que les Chinois nous traitent de chiens, là il ment. Parce qu'il faut revenir en arrière. Je suis allé ici au Maroc, on nous appelle des Asias. C'est une mission du ministère de l'enseignement du Congo, où nous étions, c'est des séminaires
entre différents ministères. Mais nos frères africains nous traitent, nous les Noirs, des Asias, c'est-à-dire des esclaves. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous regardez en arrière, avant la colonisation, les Occidentaux prenaient nos femmes noires et les exposaient dans des cirques en Occident, les traitaient d'animaux. Le blanc les gens que lui servait, parce qu'il était un pantin de l'Occident, il nous traitait pire que de chiens. Voyez, donc des animaux de cirque que tout le monde pouvait venir voir. Je garde encore ces sombres souvenirs. Donc, la stigmatisation de l'homme noir est un complexe. Quand vous allez aux États-Unis, par exemple, des fondations telles que la fondation, par exemple, Rockefeller ou la fondation Carnegie ont, n'est-ce pas, créé des centres d'études pour stériliser des Noirs. Pourquoi? Parce que les Noirs étaient qualifiés, n'est-ce pas, comme des sous. Il y a quelqu'un qui a qualifié de l'homme noir un sous-humain aux États-Unis, un professeur blanc. Donc, moi, je pense plutôt, comme les Juifs l'ont été, mais regarde la réaction. Est-ce que les Chinois ne sont pas réellement en train de faire la même chose que les Occidentaux? Je vais chuter par là. Prenons par exemple ce que les Occidentaux ont fait aux Juifs, par exemple. Moi, j'ai toujours dit, les problèmes en soi n'est pas les problèmes qui se présentent ou tels que l'autre nous perçoit. Mais les problèmes se situent au niveau de la réaction que nous apposons aux autres pour leur dire que nous ne sommes pas ce que vous pensez que nous sommes. Nous sommes les contraires. Les Juifs ont subi cette humiliation de la considération que les autres leur prêtaient. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini par réagir de manière rigoureuse et élitiste. Aujourd'hui, les Juifs se sont imposés dans tous les pays de l'Occident. Quand vous regardez toutes les grandes institutions internationales, la plupart ont été mises en place par les Juifs. Quand vous regardez la plupart des grands pays occidentaux, la France, la France même, c'est pas l'un des plus grands pays occidentaux. L'Angleterre, les États-Unis et tout, la plupart des chefs d'État ont été soit directement descendants de Juifs, soit indirectement. Donc, le peuple qui jadis a été maltraité, stigmatisé, quand il s'est relevé, il a compris le potentiel qu'il avait. Il s'est déployé et a reconquis ces mêmes pays et leur a commencé à imposer des lois, même le financement. Maintenant, le problème, c'est au niveau de l'Afrique. Comment nous avons réagi à tout ça? Nous avons été colonisés, nous avons été esclavagisés, nous avons été vendus au marché comme un bien meuble. Il y a des lois qui ont été émises contre nous. Comment notre élite réagit-elle jusqu'à ce jour? C'est là où se situe le problème. Pour que le Chinois ne nous traite pas de chiens aujourd'hui, qui donne l'ordre aux Chinois? L'ordre indirect, informel de nous traiter des chiens. C'est nos élites. Parce qu'un Africain ne peut pas aller en Chine et prononcer un invectif contre une autorité chinoise. Mais on vous arrête. Mais regarde ce qui se passe ici. Je vous donne le cas du pays où je vis. Vous arrivez, vous trouvez un Chinois gifler par exemple un travailleur, un sous-employé camerounais, parce qu'il revendique ce droit. Et la police vient, au lieu de faire justice aux Camerounais, on arrête plutôt les Camerounais et on laisse les Chinois. Ouais, parce que donc c'est ça la dichotomie, ça le dilemme. C'est un problème élitique à la base. Les Occidentaux nous ont traités comme ça. Si les Chinois nous traitent des chiens, ça ne m'écoeure pas. Comment nous réagissons? Comment notre élite réagit face à cela? Voilà pourquoi là je rejoins Parfum d'Homme. Les problèmes, c'est vrai, l'Occident a voulu nous terroriser, nous coloniser. La Chine pratique l'impérialisme. Quand il vient chez vous, il trouve les failles sur le plan de l'administration. Il trouve les failles sur le plan de la douane, sur le plan de la politique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont profiter de votre faiblesse parce qu'il a une masse à nourrir, il a des entreprises à faire fonctionner. Donc c'est à notre élite de prendre la mesure de la chose, de relever la tête, de mettre des politiques de développement fiables et des contrôles pour que demain, nous puissions, n'est-ce pas, relever les visages. Albert Anatola, ici, dans les propos de Jean-Bédel Boukassa, il faut savoir que les Chinois, c'est une bombe atomique, c'est même pire qu'une bombe atomique qui pourrait faire exploser l'Afrique. Mais vous avez suivi les uns les autres, on a l'impression plutôt que les élites africaines ont laissé faire. Déjà, il faut situer dans son contexte les propos de Jean-Bédel Boukassa. Oui. Vous savez, lorsque quelqu'un tient un discours ou un propos, il faut le mettre dans son contexte. Et quel est le prétexte? Et puis, de par sa stature d'ancien légionnaire français ou tirailleur, si vous voulez, bon, vous pouvez bien comprendre qu'il parlait beaucoup plus pour le compte. Il servait pour les intérêts de la France. Il avait fait 23 ans dans l'armée française, justement, il fait cause, n'est-ce pas, des intérêts du francophile qu'il était. Mais sauf que je ne voudrais pas rentrer dans les considérations qui ont déjà été évoquées ici par les précédents orateurs. Je voudrais par contre rentrer dans la perception géopolitique, n'est-ce pas, de son propos, notamment pour ce qui concerne l'appropriation. D'abord, la démographie galopante de la Chine et ensuite
les projets d'hégémonie, n'est-ce pas, de l'Afrique, de la Chine, du continent africain qui a besoin, n'est-ce pas, de l'espace pour nourrir ses populations. Nous avons déjà évoqué cela dans le cadre de cette tribune. Bon, ceci étant, je pense que je voudrais m'approprier à mon compte certains éléments de langage. De son discours. Ouais, de sa déclaration. Il y a des vérités, il y a des contre-vérités. Mais pour ce qui est des contre-vérités, mes co-panélistes ont évoqué certains aspects. Mais je voudrais quand même dire des choses. Lorsque nous tenons des propos, c'est souvent la conséquence de notre ressenti. C'est-à-dire, c'est souvent la conséquence de notre ressenti, c'est ce que nous avons ressenti que nous déclarons. Oui. Voilà. Donc, je pense que c'est ce ressenti d'abord qui déclare, lorsqu'il estime que justement les Chinois sont pires qu'une bombe atomique. Mais sauf que là, il est un peu excessif. Il est excessif parce que même ces maîtres faisaient pire. Parce que tout à l'heure, Bériclès évoquait la problématique douloureuse de la traite négrière. Nous avons la colonisation également. Nous avons connu. Vous avez certainement lu, n'est-ce pas, l'histoire de la Vénus au Tentote en Afrique du Sud, qui a été exposée dans le lieu de loisirs, comme justement un vase qu'il fallait justement contempler et qui faisait rigoler tout le monde. Et pour la contempler, il fallait justement, comme ça se passe dans le lieu de loisirs, payer son ticket d'entrée et puis aller. Voilà. Donc, un être humain qui était traité comme tel. Ça veut donc dire qu'en fait... Mais Manatou, si tu peux, avait beaucoup de souffrance. Ah, voilà. Parce que comme son popotin qui était... Elle avait un popotin assez... La protubérance de son postérieur. Ouais, donc, des Blancs se posaient des questions et pour être sûr que c'est de la chair, ils y enfonçaient leur parapluie ou bien leur canne. Des douleurs incroyables pour elle était dans une cage. Oui. C'est incroyable. Elle était dans une cage, s'il vous plaît. Donc, une image comme celle-là ne peut pas me convaincre que l'Occident est mieux que la Chine. Ceci étant dit, je pense que si nous nous situons dans ce contexte-là, je pense également qu'il a fait partie d'une analyse géopolitique en son temps, qui était prémonitoire, n'est-ce pas, de... Ce qui devait arriver et ce qui arrive d'ailleurs aujourd'hui. Oui, qui devait arriver, parce que tout à l'heure, je crois que c'est Patient qui l'a évoqué, nous, Africains, ne sommes pas dans la prospective. C'est ça notre problème. Mais il y a également un autre problème qui a été souligné, Albert Anatola, ici, de savoir qu'à un moment donné, un ouvrier qui réclame ses droits est justement bastonné par un Chinois. Il y a même pire. J'y arrive. J'y arrive. Donc, nous avons un problème de prospective, c'est-à-dire nous ne savons pas nous projeter. C'est-à-dire que nous gérons nos problèmes. Non, nous gérons nos problèmes au coup par coup. Et puis, on ne planifie rien. Il n'y a pas la proactivité. Il n'y a pas la prospective. Nous n'avons aucun sens de tout cela. Donc, chez nous, en Afrique, nous gérons les choses comme si... demain n'existe pas. Voilà. Donc, c'est ça le problème de l'Afrique. Donc là, je suis d'accord pratiquement avec Patient, qui dit que le problème, c'est pas là-bas. Le problème, ce n'est pas la perception que les autres ont de nous. C'est quelle est l'image que nous leur renvoyons. Ça rejoint donc la question que vous me posez. C'est-à-dire que, je vais vous raconter une, qui est d'ailleurs qui est vérifiable. Vous avez un Libanais, un Français, un Chinois, puisque c'est de ce dont on parle, qui a un problème avec un homme en tenue, un policier. Mais écoutez, n'allez pas croire que le policier va faire valoir son autorité parce qu'il est une autorité. Mais la hiérarchie du policier va plutôt sanctionner le policier parce qu'il a essayé de ramener à l'ordre un Chinois. Ça, j'en connais. Ça, ce qu'il dit là est vrai, c'est vérifiable. Il y a également cette anecdote que Bénédicte a racontée sur ce plateau. Moi, j'ai vécu ça dans un restaurant. Dans un restaurant, c'est-à-dire une serveuse qui arrive, qui travaille dans un restaurant, voilà. Et il y a malheureusement, elle avait fait une erreur sur la commande du Chinois. Et ce que le Chinois trouve à faire, c'est lui donner un coup de pied dans le postérieur. Et au lieu que cela soit sanctionné, l'employeur de cette dame l'a plutôt blâmé. Vous voyez donc, alors, lorsqu'elle allait se plaindre, parce que comme elle était ce genre de femme qui est vraiment digne d'elle, elle allait se plaindre chez les autorités compétentes. Ici, désolé de vous dire que elle a perdu son emploi. Elle a été déçue. Donc je pense que ce qui est vrai dans le propos de Jean-Baptiste Bokassa, il faut chuter par là,
c'est clair, c'est vrai que l'empire du milieu ne s'encombre pas de savoir est-ce que vous avez des problèmes de droits humains, de liberté chez vous. Non, et c'est pas leur problème. Le problème, c'est le business. Mais n'allez pas aussi croire que c'est une bonne perception des choses. Non, parce que leur projet d'hégémonie est plus vicieux, pernicieux. Tout à l'heure, Patient parlait du néolibéralisme. Moi, je parle de l'ultra-néolibéral. Parce que c'est l'ultra-néolibéralisme qui est féroce. C'est-à-dire, ça se fait sans scrupule. Ils ne mettent pas de la manière et ils font comme ils veulent. La preuve, nous avons une loi qui encadre l'exploitation forestière au Cameroun. Allez voir comment les Chinois se comportent dans la forêt. Messieurs, je vais revenir tout de suite à propos de Jean-Bédel Bokassa. Ce sont des traîtres. Je m'adresse d'ailleurs à Eric Pépin Bikaï, malin, intelligent, en qui on ne peut pas placer sa confiance. Ça, il faut que je vous le dise. Oui, ça c'est. Moi, j'en ris un peu parce que la semaine passée, on traitait du cas chinois, des événements qui s'est passé en Chine, ici. Et à l'entame de mon propos, j'avais dit que la Chine est une menace véritable pour l'avenir de l'Afrique. Moi, je n'avais pas encore écouté les propos de Jean-Bédel Bokassa pour confirmer ce que moi je pensais de ce pays-là, qui est vorace et qui dévaste tout sur son passage. Si on veut comprendre les propos de Jean-Bédel Bokassa en se focalisant sur son passé, on va tout faire faux. Parce que voilà un mec, quel qu'en soit le cas francophile, qui a été au contact d'un pays qui était un pays de rêve pour un certain nombre de personnes dans une certaine période. Il ne faut pas oublier que la guerre d'Indochine intègre à peu près 5 pays. Le Cambodge, le Laos, le Tonkin, Amman et puis la Cochinchine. Et ces guerres-là étaient des guerres d'indépendance dans un premier temps entre les nationalistes de ces pays-là et la puissance colonisatrice. Vous allez vous rendre compte également que le même problème s'est proposé avec la décolonisation de l'Indonésie qui était sous les mains de la Hollande à l'époque. Et curieusement, la plupart de ces nationalistes-là ont eu gain de cause dans leur lutte et ont obtenu l'indépendance de leur pays. Ça n'a pas toujours été le cas en Afrique. Je pense même que ça n'a jamais été le cas, égard du cas éthiopien. Vous verrez forcément que lorsque Bokassa parle de traite, que les Chinois se sont investis corps et âme dans les guerres internes de ces pays-là. Aujourd'hui, ont presque une même mise dans la plupart de ces pays indépendants. Vietnam, Cambodge, Laos, ainsi de suite. Bokassa parle justement des êtres de petite taille, très intelligents, en qui il ne faudrait surtout pas placer sa confiance. Je vais dire ici que si on veut stigmatiser, du moins j'étais l'anathème sur les dirigeants actuels par rapport à un certain nombre de vérités du passé colonial, il faut qu'on soit parfois cohérent et conséquent. Il ne me souvient pas que l'esclavage a été inventé par les Occidentaux. Ou alors les premières personnes à acheter les esclaves en Afrique, c'était les Arabes, justement, au XIIe siècle. Il ne me souvient pas que les Arabes venaient en Afrique et allaient chasser nos compatriotes noirs à l'intérieur des villages. Il me souvient que, ayant étudié les royaumes et empires en Afrique, que l'Africain avait déjà la culture de l'esclavage, longtemps avant l'arrivée de l'Occident. La preuve en est, la civilisation égyptienne, les captifs juifs, qui ont construit pas mal d'édifices en Égypte. Ça veut dire l'Occident n'a pas inventé la roue, simplement. C'était d'abord une culture africaine. Et qui s'est transposée maintenant au niveau de l'Occident. Ça les a intéressés de pouvoir acheter des hommes contre des moyens. Ça aussi, c'est une réalité africaine. Et la même chose se passe notamment dans le contexte actuel avec la Chine, qui arrive en Afrique, eu égard du fait que on a des pays en construction, on a un passé douloureux, on a un système juridique, économique assez lamentable, ils profitent sur ces failles-là pour pouvoir continuer à faire justement la sale besogne. Je prends un exemple simple de déploiement de la Chine en Afrique. Vous avez vu, par exemple, lorsque les Chinois accordent des prêts à taux zéro, comme disait Parfait tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui exécutent les projets, ce sont les entreprises chinoises. C'est la même chose que les Occidentaux font en Afrique, lorsqu'ils accordent les prêts au gouvernement africain pour un certain nombre de projets.
ceux qui exécutent les travaux sont essentiellement les entreprises occidentales. Mais où est donc le mal de dire que le comportement de la Chine aujourd'hui en Afrique pose problème, me pose problème? Pourquoi devrait convoquer le passé occidental, le passé douloureux, pour s'élever contre, voilà, pour dédouaner ce comportement des Chinois, de féroces, de félins, posé en Chine? Aujourd'hui, on a un problème de pièces de monnaie. On sait bien que c'est la présence chinoise qui est en train d'asphyxier la circulation de ces pièces. On va également oublier que les autorités laissent faire également. Il faudrait que moi je dénonce que c'est la présence chinoise qui fait en sorte que la monnaie, les pièces de monnaie ne circulent plus dans la zone. On va pas également oublier que c'est toujours les autorités qui ont permis la présence des Chinois chez les hommes. Je suis d'accord. Même moi, en tant que citoyen, oui, je dénonce fermement, farouchement, leur manière de se comporter, de se déployer en Afrique. L'Afrique a subi une certaine somme d'influence occidentale. On ne peut pas dire une colonisation, mais une sorte de mainmise des pays occidentaux à l'intérieur de leur territoire. Ils s'en sont sortis jusqu'à 1911 où Mao a prononcé la naissance de la République populaire de Chine. À partir de là, ils ont mis un certain nombre d'éléments sur pied pour pouvoir se faire respecter du monde. Mais aujourd'hui, si ces éléments savaient être un succès pour eux, ils ne devraient pas déverser ces colères pour ceux qui sont faibles, notamment pour nous les Africains. Moi, je ne veux pas qu'on dédouane le comportement des Africains. Je ne veux non plus que nous dédouanons le comportement des Chinois, de nos dirigeants. Parce que c'est un peu un mariage qui est loin d'être incestueux, de toutes les façons, qui est loin d'être incestueux. Mais je dis et je répète, le fait que Bokassa traite des Chinois de traîtres, peuvent se vérifier. Malin, intelligent, voilà, qui on ne peut pas mettre sa confiance. Par rapport aux guerres de décolonisation qui ont lieu en Asie du Sud-Est, notamment les guerres du Vietnam, les guerres du Cambodge et de l'Indonésie. Messieurs, jusqu'à preuve du contraire, hein, je vois les réactions des uns des autres, ceux qui lèvent les doigts. On n'est pas ici à l'école, là, je donne la parole à tout le monde. Patient, pas fait d'homme, vous. Non, apparemment, vous n'êtes pas d'accord du fait que l'esclavage est quand même venu de l'Afrique. Non, mais c'est pas possible. Jeune frère. Non, il faut refaire tes cours. C'est pas possible. Tout ce que tu racontes, tu dis que c'est une culture africaine, l'esclavage. C'est trop dangereux. Tu ramènes des trucs à la Bible que ce sont les Juifs qui auraient construit l'Égypte, mais c'est du n'importe quoi. Je pense qu'on aura le temps de refaire ce débat. Allons-y, maintenant, je viens sur le fond, sur la déclaration de M. Bokassa. Bokassa, c'est un Africain. Qu'est-ce qu'il allait faire en Asie? Donnez-moi le nom d'un seul pays asiatique qui a colonisé un pays africain. Un seul. Qu'est-ce que Bokassa allait faire en Asie? C'était pour que la République centrafricaine aille conquérir les Asiatiques? Non. C'était un mercenaire au service d'une puissance occidentale qui nous a vendus comme des chèvres pendant 400 ans. Qui nous a colonisés pendant plus d'un siècle. Et qui, de manière rampante, on barbote encore dans un néocolonialisme qui ne dit pas son nom, mais qui est une autre forme de colonisation encore plus vicieuse, parce que c'est eux qui gèrent la monnaie. Notre monnaie. Donc, tout ce que tu prends comme acquis de ce qu'a dit Bokassa, c'est très grave. Monsieur Bokassa, en fait, quand il dit c'est les gens les plus intelligents, ils sont mesquins, ils sont comme ça, mais où est son problème? Si je suis mesquin vis-à-vis de toi, ou le problème d'un Français? Où est son problème? Mais comment on parvient pas à serrer les problèmes, à serrer les enjeux? On parle de géopolitique, mais pourquoi on est incapable de le faire? La question, par exemple, quand tu dédouanes, parce que je considère que tu dédouanes nos élites de la vente de nos terres, il y a un gros problème, nos élites qui bradent les terres, qui vendent des milliers d'hectares de terrain. Est-ce que tu peux voir un Chinois aller acheter des terres aux États-Unis? Est-ce que c'est possible que toi, Pépin, tu puisses aller acheter des terres en Chine? Est-ce que l'inverse est possible? Vous pensez que les Africains n'ont pas des gens assez riches pour acheter des terres en Chine? Mais on ne leur vendra jamais la terre en Chine. Jamais. Pourquoi c'est chez nous que c'est possible? Alors je t'explique. C'est possible parce qu'il y a eu des mercenaires, des chiens d'impérialisme comme Bokassa, qui sont allés faire des guerres au compte des gens qui nous ont mis là où nous sommes aujourd'hui. C'est ça la réalité. Donc il ne faut pas vraiment qu'on fasse de confusion. On ne dit pas que les Chinois sont des anges. Aucun pays, aucune puissance dans le monde, quand elle est en position d'hégémonie, ne se comporte comme un ange. Depuis la Rome antique, non. Aucun. Le problème, c'est que
Il faut qu'on arrête d'être comment on dit ça, les gens qui vont se faire bouffer des poids. Non. Il faut qu'on cesse, il faut qu'on sorte de la sphère des poids et qu'on devienne des gens qu'on ne peut pas attaquer n'importe comment. Tant qu'on va rester dans cette situation-là, on va être attaqué. On va attaquer pourquoi? Parce que justement, nos élites, et là, Bénédicte a été excellent là-dessus avec Anatole, nos élites continuent de se comporter comme des gens qui sont les attentes. Et on va nous donner de l'aide, on va aller voir le FMI, on ira voir la Banque mondiale. Je vous dis, quand je parle de Mao, c'est que sur le point de la mutation économique, c'est pas Mao, hein? Bon. Mais c'est Mao qui donne la culture. Il dit aux Chinois, on s'enferme entre nous. On se met en bleu de chauve, comme on dit. On travaille comme des fourmis, on emmagasine et des bons de trésor et des devises étrangères. Quand ils ont été prêts, ils ont dit, et je crois que c'est Alain Perfit, quelqu'un qui avait écrit un livre, l'a dit, quand la chiffre s'éveillera, le monde tremblera. C'est ce qu'on attend de l'Afrique. Mais pour que cela puisse se faire, il faut qu'on ait d'autres types d'élites. Qu'on ait des véritables patriotes à la tête de nos États. Qu'on ait des gens qui ont le sens de la prospection. Qu'on ait des gens qui sont capables de prévoir le continent africain sur 50, 100 ans. On n'en a pas. On a des gens qui gèrent nos pays à la petite semaine. Comme des boutiques de quartier. C'est ça le problème. Oh, on a des gens qui ont votre intelligence, qui est ton intelligence, l'intelligence de toute cette jeunesse qu'on a vu, dont on a vu le savoir-faire, on a vu la capacité d'anticipation durant ce coronavirus. Vous avez vu le nombre de choses qui ont été fabriquées par des jeunes Africains sans moyens? Imaginez-vous à l'instant que ces jeunesses soient encadrées, soient organisées, qu'on leur donne des moyens pour faire la recherche. Mais cette bombe dont Bokassa parle, la vraie bombe, elle va venir de l'Afrique. Effectivement. C'est ça le problème, mon frère. Donc arrêtons de jeter l'anathème sur les autres, parce que c'est trop facile de jeter l'anathème sur les autres, sans être capable de nous construire nous-mêmes. Il faut qu'on soit capable de nous construire. Je vais rebondir là-dessus. Je vais rebondir là-dessus. Bikaï, là tu es descendu au quartier. Il faut rester au niveau du plateau. Premièrement, les Chinois volent les pièces. Ça, c'est les quartiers. Ce n'est pas les Africains qui fabriquent les pièces. Tout est fabriqué en France. C'est là où il y a les véritables problèmes. Ce n'est pas les Chinois qui fabriquent les bijoux. Les Congolais fabriquaient déjà les bijoux avec les pièces de monnaie. À Pointe-Noire, on a démantelé toute une industrie fabriquée par des Congolais, les Brazzaville. Ils fabriquaient ça avec les pièces. Donc, ce n'est pas les Chinois. Les Chinois sont venus profiter de cette faiblesse-là. Ça, c'est de un. De deux, quand tu parles de l'hégémonie, fais très attention. Très attention là-dessus, c'est des domaines, quand tu n'as pas la maîtrise, il faut t'informer. Quand on parle d'hégémonie, De Gaulle a dit, en matière de relations entre États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que les intérêts. Et la Chine que tu vois là, aujourd'hui, qui peut dire que tu es traître vis-à-vis de quelqu'un? Ça veut dire que tu as signé un pacte avec quelqu'un, et de ce pacte-là, tu as trahi, c'est là qu'on peut te qualifier de traître. La Chine a fait quel contrat avec quel pays occidentaux pour qu'ils soient qualifiés de traîtres? Avec qui? La Chine s'est auto-défendue, auto-organisée pour pouvoir, n'est-ce pas, rebondir au moment opportun. Mais aujourd'hui, les États-Unis sont endettés vis-à-vis des Chinois. La France, l'Angleterre, est-ce que tu peux t'endetter vis-à-vis des traîtres? Aujourd'hui, ils sont des bénéficiaires, ils sont en train de bénéficier de la technologie émanant de la Chine et même de l'accompagnement sur le plan stratégique. Mais ça ne veut pas dire qu'on va dédouaner les Chinois. On ne dédouane pas. On ne dédouane pas. Attends, non, je vais chuter par là. Je suis en train de chuter. Je suis en train de chuter. Rapidement, monsieur, ne contournez pas les propos, l'orienteur mes propos. La Chine a un véritable problème que tous les pays extérieurs commettront en Afrique parce que notre maison est à ciel ouvert. Nous n'avons pas un élitisme capable de nous protéger. Premièrement, regardez trois choses rapidement. Sur le plan de la communication, sur le plan économique, sur le plan politique. Tu peux imaginer que sur le plan de la communication, nous dépendons à 100% de l'information qui émane des médias qui ont intérêt à nous tromper. Quand déjà l'Occident décide confinement total, les pays africains décident confinement total. Maintenant, nous ici sur le plateau, tout le monde a été contre moi quand j'ai dit que le gouvernement a commis l'erreur d'empêcher que les enfants aillent à l'école. Aujourd'hui, la France est en train de dire déconfinement, l'école va rentrer dans l'ordre. Vous allez voir les États africains au Cameroun, le 1er juin. Vous voyez un peu cela. Donc sur le plan de l'information, nous ne sommes pas autonomes et le monde ici se gère sur la base de l'information. Nous sommes dans une guerre de l'information. Pour déstabiliser un pays, il ne s'agit pas d'avoir des armes. Il suffit de déconstruire ce qu'il pense de son avenir pour pouvoir le mettre à terre. Et nous n'avons pas les outils. Regardez même les médias locaux. Quand vous voyez les médias locaux, regardez, est-ce qu'on met assez de moyens pour que nos journalistes travaillent dans les conditions adéquates? Ça, c'est bien. Sur le plan de l'économie, tu peux imaginer que des pays qui possèdent des nombres d'hectares
Rien que la RDC, 68 000 hectares de terres arables, associés aux millions d'hectares du Cameroun, de l'Afrique centrale. Mais nous pouvons faire émerger un marché local d'une puissance incontournable. Nous sommes capables d'exporter les surplus de nos productions et nous n'importons plus les riz. Mais nous préférons détruire nos cultures de riz et importer les riz qui a fait 3 mois, 4 mois, 1 an dans le bateau pour nous venir. Au finish, il n'y a même pas d'aliments nutritifs là-dessus. Qui fait ça? C'est le système politique que nous avons géré. Et pour finir, sur le plan politique, rapidement, comment pouvez-vous imaginer des pays qui existent et qui n'ont pas ce qu'on appelle d'abord la politique de l'autodétermination? J'ai sillonné des pays en Afrique, j'en connais que très rares des pays en Afrique où il y a un programme d'autodétermination. Nous dépendons, quand l'OMS déclare 11 mesures, nous aussi. Mais regardez le Madagascar là-bas. Le Madagascar est le seul pays en Afrique face au Covid-19 qui a émis un Covidpirine, quelque chose comme ça, qui a émis un produit local financé par l'État pour pouvoir soigner sa propre population. Quel est le pays africain qui en a fait? Nous avons même des médecins qui ont trouvé. Nous avons des ingénieurs. Steve a reçu ici un ingénieur camerounais qui a produit les aspirateurs. Est-ce que l'État a accompagné ces gens? C'est ça le problème de l'État, en tout cas, l'autodétermination. l'accompagne déjà. Albert Anatola, ici rapidement, quelques secondes. Le temps nous est imparti parce que j'ai d'autres invités. Allons-y rapidement. Alors, je tiens à dire que certainement, Eric Pépin Bika, il a confondu les guerres de conquête de Chaka et de Sultan Joya au guerres d'impérialisme, n'est-ce pas, des autres. Non, mais on n'est pas là pour ça. Allons-y rapidement. Pour revenir sérieux, non, je pense que nous avons notre problème, c'est notre élite. Tout à l'heure, régulièrement dans le cadre de cette tribune, j'ai eu à dire que le Covid-19 c'est une autre opportunité, une troisième opportunité pour l'Afrique de s'autodéterminer. Voilà. Ça, il faut le dire. Parce que tout à l'heure, le grand frère Parfait le disait. Vous avez également reçu sur ce plateau un Camerounais qui a fabriqué un prototype d'un désinfectant qui a été acheté par le ministère de la Santé publique. Ouais. Nous avons des génies. Mais il se plaint de ce que, il espère un accompagnement parce qu'il a un candidat de commande qui est plein. Mais il a besoin d'être accompagné. Et par qui? Et par le secteur privé et certainement par le gouvernement camerounais. Donc, voilà le problème. Maintenant, nous avons donc le fond du problème que nous posons, c'est le respect de nos lois. Voilà. Et le respect de nos lois, doit être impulsé par nos autorités compétentes. C'est-à-dire les autorités judiciaires, c'est-à-dire les officiers de justice, c'est-à-dire les policiers, les gendarmes, tout ce que vous voulez, et les corps de la magistrature. Parce que, comme l'indiquait tout à l'heure Patient également, tu ne peux pas aller en Chine ou en France, tu fais n'importe quoi, on te laisse tranquille. Du tout. Mais curieusement, lorsque ces gens ils viennent ici, ils font tout à fait le contraire. Vous avez des Chinois qui ont des concessions de terre dans la Seine maritime pour y cultiver du riz. Avec la bénédiction de qui? De nos autorités. Donc nous avons donc un problème d'élite. Je pense qu'il faut une rupture. Il faut absolument une rupture. Dans l'élément que j'ai suivi, Bokassa parlait, il avait fait une projection par rapport à la population chinoise qui va se démultiplier. Et c'est le cas. Et qu'ils ont besoin d'espace pour nourrir la population. Et c'est le cas actuellement. Ils sont venus justement en Afrique pour nourrir la population. Ce qui est paradoxal, c'est que ces gens, ils viennent cultiver le riz, le plancton, le riz et le manioc ici, pas pour les Camerounais, mais c'est pour les Chinois. Je pense que, et en violation très souvent de nos textes. Qui les a vendus d'ailleurs ces terres? Il faut d'ailleurs poser la même question. Elie Pépin Bikaï, rapidement, pour sortir de cette moi, je pense édition que de ce débat. Sur ce panel, je sais à qui j'ai affaire. Parce que tu dois débattre avec un parfum d'homme. Il faut bien se lever le matin et surtout bien serrer sa ceinture. Donc je sais à qui j'ai affaire. Malheureusement, on va y arriver. Malheureusement, c'est que nous sommes pas. Je pense que nous ne sommes pas dans le règlement du contentieux historique. Le monde aujourd'hui nous présente des faits auxquels il faut apporter des solutions. Ces solutions peuvent être une projection du passé pour pouvoir essayer de mieux prendre, apporter des éléments de réponse. Je reste sur des faits. L'actualité aujourd'hui nous dit que la Chine maltraite nos compatriotes. Moi, en tant qu'Africain, cela ne me satisfait pas. Et j'apporte des éléments de réponse me permettant de m'offusquer contre ce comportement.
Ces éléments de réponse peuvent ne pas être en droite ligne avec ce qu'a fait les Occidentaux en Afrique. Parce que tout à l'heure, j'ai évoqué l'affaire de la monnaie. Dr Bénicris a semblé dire que non, c'est une monnaie française. Donc, les Chinois peuvent passer par la France pour l'avoir. C'est une monnaie française, on passe par la France pour l'avoir. Donc, si les Chinois essaient de s'en approprier en Afrique, ça semble être une bonne chose. Que non. Que non. Nous tous les peuples aspirent à un mieux-être. Aujourd'hui, on parle de l'Afrique, qui est loin d'être un espace homogène. On parle des hétérogénéités et des cultures politiques, à la limite, colonialistes, bien différents. C'est-à-dire, au-delà du discours que nous tenons, l'implémentation peut être difficile en fonction des réalités historiques de chaque pays. On a certainement levé le coche en 1963, lorsqu'on créait l'Organisation de l'Unité africaine. Et aujourd'hui, il est encore plus difficile pour cette Afrique-là d'être unie à cause des hétéroclites qui composent son espace. C'est un impératif. Au-delà de cela, je reste convaincu que les Africains doivent retrouver leur aura d'antan. J'ai dit et je répète, au-delà du contentieux historique qui oppose le Cameroun à la France, le Cameroun à l'Allemagne, le Cameroun à la Grande-Bretagne, il est inadmissible que les Chinois aient des comportements d'impérialistes au Cameroun. Et moi, tant que je serai encore là et que j'aurai des espaces de tribune, je dénoncerai toujours cela. Maintenant, nous connaissons la complicité qui existe entre la pénétration chinoise en Afrique et l'élite. On peut faire des débats dessus et ça ne terminera pas, il faut le dire. Moi, je suis de ceux qui pensent que les Chinois savent que les États africains sont des États faibles. Et ils ont l'une des mafia les plus puissantes du monde. Et ils savent comment manier la carotte pour pouvoir avoir des concessions en Afrique. Merci beaucoup, Eric Pépin Bikaï. Je vais donner le mot de fin à Patient Parfait d'Homme rapidement, en quelques secondes. Rien qu'en quelques secondes. C'était un excellent débat. Je peux dire à mon jeune frère Bikaï qu'il n'y a pas de problème. On est dans une dynamique. Il ne faut pas qu'il dise que... Non, il n'a pas dit. Hein, non, mais qu'il le perçoive comme ça. Je suis très heureux de faire des plateaux avec lui. Et avec tout on apprend tous les jours, hein, Patient Parfait d'Homme. Je tiens seulement à dire, Pépin, c'est-à-dire que vous êtes tous férus d'histoire. Tous férus d'histoire. Je peux vous dire que les mouvements qui ont essayé de se battre pour se libérer, les mouvements de décolonisation africains, ont reçu de l'aide chinoise. Tous. D'accord, je comprends l'émotion. Et puis c'est pas l'émotion, c'est la réalité, c'est le fait historique. Je suis d'accord. Et ces mouvements se battaient contre qui? Contre ces Occidentaux, justement. Je dis, il n'y a aucun pays asiatique qui soit venu coloniser un pays africain. C'est ça le rapport. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons un historique caisse lourd vis-à-vis de ces gens-là, qui fait que ça se passe comme ça. La question des terres, je finis par là. D'abord, il y a une information. On semble que les terres d'Unkam et la Sanaga maritime ont été bradées. 65 000 hectares, oui. 65 000 hectares. Il faudra qu'on fasse un débat là-dessus. Et la querelle, c'est toujours la Chine. C'est-à-dire, justement, il faudra qu'on fasse un débat là-dessus. On va venir là-dessus, je pense, demain ou après-demain. Ne vous inquiétez pas. Et des responsables camerounais au plus haut niveau, dans le gouvernement camerounais, justement, ont signé les papiers. Oui. Ces papiers. Je repose la question. Est-ce que c'est possible pour Dangote, pour Dampolo, pour je ne sais pas quelle autre manière africaine d'aller acheter même 1 mètre carré en Chine? C'est pas possible. Mais c'est quoi cette histoire? Messieurs, je vous dis merci. merci. Comment on continue à dédouaner nos gouvernements et tout ce Le problème, c'est que la querelle, c'est la Chine. Non, merci. Merci. C'est ça le problème. Non, tous les pays du monde qui se sont... La Chine est un problème pour l'avenir de l'Afrique. L'Afrique est un problème pour l'avenir de l'Afrique. Merci, messieurs. Merci d'avoir été des nôtres ce matin. Je pense qu'on s'échauffe un peu, c'est normal également. Non, chacun défend ses opinions. C'est le début de la semaine, on vous comprend bien. Albert Natolaïs, merci. Eric Pépin Bikaï, merci également. Dr Bénicris, Patient Parfait, donc merci également d'avoir été des nôtres ce matin.